Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On enchaîne tout de suite avec la grosse news qui est parue là récemment et c'est Strategy qui a continué ses achats en Bitcoin là, en cette fin d'année, ce qui confirme une stratégie d'accumulation active et assumée. Donc là, l'entreprise, elle finance ses acquisitions via des instruments de dette et ça renforce son exposition directionnelle au BTC. Et cette politique s'inscrit dans une vision long terme du Bitcoin comme réserve de valeur stratégique. Et là, on apprend que l'acquisition s'élève à hauteur de 1229 BTC pour une centaine de millions de dollars. Et ça porte le total à plus de 672 000 BTC pour Strategy. Et Strategy qui est, on voit sur ce listing du top 20 des Bitcoin Treasury Company, et Strategy c'est le premier du classement très largement avec 672 497 BTC et ça montre aussi que les Américains sont omniprésents. Bitcoin, il n'est pas du tout dans cette catégorie-là. C'est comme si tu me disais, oui, le gold, il génère rien, mais il vaut 20 000 milliards. Bah oui, c'est logique, en fait. C'est un truc qui est rare et qui répond à une problématique qui est l'argent infini créé par les banques centrales. Donc Bitcoin répond à cette problématique. Ethereum, c'est, on va dire... Ethereum, ça pourrait générer des revenus qui sont énormes, mais pareil, c'est une autre problématique. Mais quand n'importe quoi, même un truc comme Avax qui vaut encore 5 milliards, c'est abusé. Enfin, tout est abusé en fait dans le market cap. Et c'est pour ça, et c'est pour rappeler que ça reste un marché qui est super spéculatif. Et c'est pour ça que c'est un marché qui est cyclique et qui forme des bulles qui éclatent et on recrée d'autres bulles. Et ce n'est que ça. Parce qu'en fait, c'est un marché qui reste très spéculatif. Pourquoi? Pour gagner plus de Bitcoin. N'oubliez pas que c'est la course au Bitcoin, c'est pas la course aux altcoins. Et les altcoins sont un excellent moyen de gagner du BTC. Et pour le moment, les graphiques n'indiquent pas de retournement, n'indiquent pas que les investisseurs se disent ok, il y a moyen de gagner plus de Bitcoin avec les altcoins, ne se disent pas ça. Et surtout en termes de valorisation et en termes de ce que ça génère, il y a un fossé tellement énorme que c'est un marché qui est toujours survalorisé. L'expert ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, lui parle plutôt de trades de court terme motivés par des raisons fiscales qui n'ont rien à voir avec le vrai sentiment du marché. Les raisons fiscales, on en a parlé la semaine dernière, n'hésitez pas à regarder. Mais on va pas non plus s'inventer une vie, hein. Le moral du marché crypto est au plus bas et ça colle très bien avec tous ces mouvements de vente. Et au final, peut-être qu'on a probablement un mélange de manipulation, de liquidation, d'un sentiment ultra mauvais et de vente liée aux impôts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le résultat, on a un Bitcoin qui se comporte presque comme un stablecoin, en restant bloqué autour de 87 500 $. Et d'ailleurs, depuis le 19, on voit une volatilité vraiment très faible. Et si je me trompe pas, c'est la 6e fois en 2 semaines que le Bitcoin dépasse les 90 000 $ pour se faire rejeter immédiatement juste après. Puis, comme je l'ai déjà dit, l'intérêt pour les crypto-monnaies est en ce moment vraiment très faible. Et si on regarde l'intérêt sur les réseaux et surtout le volume de recherche Google pour crypto, Bitcoin et même d'autres crypto-monnaies, Ethereum, Dogecoin, XRP, Solana, d'autres crypto-monnaies, on voit clairement une grosse chute sur les 6 derniers mois. Après ce genre de baisse, ça arrive régulièrement, surtout quand le marché il fait pas grand chose ou pire quand le marché il baisse doucement. Bitcoin a toujours connu des gros mois de lenteur où il se passe pas grand chose après un gros crack. C'est une sorte de digestion nécessaire pour le marché crypto, c'est la même que le repas de Noël après la raclette et tout, c'est pareil, il faut du temps pour digérer tout ça pour le marché crypto, et c'est exactement le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui. Mais la grosse différence, les amis, c'est que le catalyseur derrière n'est pas le même. En mars 2020, on avait la Fed qui inonde les marchés avec la planche à billets, avec énormément de liquidités qui rentrent. En 2026, les choses s'annoncent un peu différentes. On a plusieurs catalyseurs sur 2026 qui commencent à se mettre en place, notamment le début d'une nouvelle injection monétaire. On a mis fin au QT, on va probablement passer à un QE, c'est timide mais c'est qu'un début et sur 2026 ça devrait arriver. On a à la Fed les gars qui continuent de baisser les taux d'intérêt. Dès 2010, Wikileaks s'est coupé du système bancaire traditionnel. Pas par une décision de justice, mais par pression politique. Visa, Mastercard, PayPal, tous ferment le robinet. Bitcoin devient alors, de facto, un outil de survie économique. Pas par idéologie, par nécessité. Pour la première fois dans l'histoire de la finance moderne, il existe une alternative fonctionnelle. On peut utiliser de l'argent sur Internet sans demander la permission à un tiers. Sans banque, sans État, sans intermédiaire. Ce n'est pas seulement une innovation financière, c'est une rupture politique. Parce que celui qui contrôle l'argent contrôle la société. Bitcoin est différent. Il n'appartient à personne. Il n'a pas de centre. Il n'a pas de dirigeant.
Il fonctionne selon des règles communes, stables et extrêmement difficiles à modifier. Bitcoin est une monnaie sans État, mais pas sans gouvernance. Une gouvernance minimale, transparente et distribuée. C'est précisément ce qui en fait la seule monnaie crédible pour des États sans frontières. Dans un monde de network states, Bitcoin joue le rôle d'une banque centrale minimale. Et est-ce que vous vous souvenez de ce moment où tout le monde disait les États-Unis vont devenir la capitale mondiale de la crypto? Trump est pro-Bitcoin, s'il devient président, il va faire exploser le Bitcoin. Cette phrase, on l'a vu absolument partout. Certains y ont cru, j'y ai cru, certains ont investi, certains ont pensé que Bitcoin allait devenir l'arme économique des États-Unis et que sa valeur allait s'envoler comme jamais. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de complètement différent. La vérité, c'est que les États-Unis ne cherchent pas à faire exploser Bitcoin. Ils cherchent à le posséder, à l'exploiter, à le contrôler et à gagner de l'argent, peu importe l'évolution de son prix. Vous allez voir que c'est pas du tout lié à la notion de bull run. Ils ne veulent pas de pump de BTC, ils veulent l'utiliser comme un outil pouvoir financier. Et pendant que tout le monde attend le bull run, ou en tout cas espère encore une nouvelle phase d'accélération, certains gagnent déjà énormément sans avoir besoin de regarder le prix de BTC, et c'est la réalité de Trump. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi BTC va exploser. Oui, c'est une réalité, mais aussi je vais vous montrer pourquoi certains n'ont même pas besoin qu'il explose pour gagner. On voit Wintermute envoyer des dizaines de millions de dollars de wallet à wallet, d'exchange à exchange, il y a une raison derrière. Vous savez très bien que 10 millions de dollars, ça manipule des cours. À partir de 1 à 10 millions de dollars, c'est là où on peut commencer à parler de faire bouger des cours. Alors pas pour le Bitcoin, mais pour Solana, etc., on peut déjà commencer à jouer avec quelques petits pourcents. 1%, 2%, si vous savez bien attaquer à quel moment dans les order books, etc., lorsque vous arrivez à manipuler bien, aller chercher de liquidation et tout, c'est là où vous faites vraiment chuter les marchés. Et pour moi, vous ne m'enlèverez pas, le crash qu'on a eu en octobre est un crash qui a été coordonné dans le fait de sortir un maximum de personnes. Je suis pas dans le complot, la théorie, etc., je suis pas complotiste, mais pour moi, ce qu'on a eu en octobre, ils sont en train de faire passer ça pour des événements qui sont géopolitiques, etc. Mais non, pour moi, c'est un crash qui a été coordonné, qui a été fait de A à Z pour faire sortir un maximum de personnes et pour, par la suite, créer de la nouvelle liquidité, des nouveaux entrants, pour que la liquidité fraîche arrive dans le marché et pour que lorsqu'ils vont commencer à déclencher le bouton FOMO, c'est à ce moment-là où tout va partir en couille et tout va monter. Tu vas donner aussi tes montants, tu vas donner ton adresse, tu vas séquestrer tes bitcoins chez eux. Il peut se passer des choses, d'accord, mais bon, voilà, c'est pas non plus magique pour avoir du fiat et du coup, tu auras quand même des déclarations parce qu'il faut quand même signer le papier du prêt. Il y a certains trucs à vérifier à mon avis, c'est encore jeune. Bon, c'est pas non plus la solution magique. Alors certes, ça peut présenter des avantages, mais c'est pas non plus la solution qui résout tous tes problèmes, quoi. Justement, c'est ça qui me fait rigoler, c'est qu'en fait, c'est devenu l'arme ultime. J'ai l'impression que tout le monde en parle, c'est ça en mode ouais, moi je veux pas vendre, je veux pas me faire fiscaliser, Crédit Lombard. Non mais les gars, ça marche pas comme ça. En fait, il y a des contraintes, il y a un cadre à respecter. Et comme tu dis, c'est du custodial. Donc en fait, toutes les informations vont être déclarées. Et il y a un moment, en fait, ils vont arriver à faire de l'imposition juste sur le fait que tu hold en fait du BTC ou de la crypto. Ça me surprendrait même pas, vraiment. Retenez ce que je dis, hein. C'est comme l'histoire de la TVA où j'ai dit qu'en France, ça me paraît très, très surprenant qu'elle soit encore à 20%, alors que tous les autres pays européens sont en train de l'augmenter. Retenez ça. On en parlera d'ici quelques mois, peut-être quelques années, mais c'est pas déconnant. Regardez la trajectoire que la France a pris depuis le début, depuis, on va dire, les 30 dernières années. L'écosystème Flow abandonne une proposition de rollback après une forte opposition communautaire. Alors, pour la petite info, le Flow, c'est une blockchain de Layer 1 qui est conçue pour des applications décentralisées et les NFT. Et elle vise à offrir une infrastructure hautement scalable et facile d'accès pour les développeurs. Et c'est surtout utilisé pour tout ce qui est jeux vidéo, actifs numériques et les expériences Web3 grand public. Et cet abandon de proposition de rollback de Flow, c'est un débat qui portait sur une intervention possible au niveau du protocole pour corriger des effets indésirables. Et face aux critiques, les développeurs ont préféré préserver l'intégrité et la neutralité de la chaîne. Et cet épisode rappelle que la gouvernance décentralisée reste un exercice délicat
et que toute tentative d'intervention extra-protocolaire peut fragiliser la confiance des utilisateurs. Bon, là, quand on regarde le graphique du flow, c'était pas très très folichon là depuis le dernier bull run de 2021 où on a eu un top de marché à $40, même plus de $40, et puis là on est descendu là dans les bas-fonds de l'écosystème crypto, et là on a atteint des plus bas jamais vus auparavant. Voilà, on parlait justement, on continue la rétrospective de l'année. On a eu très tôt, année 2026, l'enlèvement de David Ballan et de sa femme, donc un des cofondateurs de Ledger, qui s'est fait malheureusement couper le doigt, et sa femme a été enlevée avec lui. Une rançon a été payée pour pouvoir le libérer, et justement cette rançon a été payée en stablecoin qui a ensuite été gelée très rapidement après par un simple coup de fil au CEO de Tether. Donc voilà. Si vous avez des stablecoins, ne pensez pas que vous êtes résistant à la censure. Au contraire. Démarrons la première actualité du jour avec la représentante démocrate Maxine Waters qui critique la SEC sous Paul Atkins pour son virage pro-crypto, incluant plutôt l'abandon d'enquêtes contre Coinbase et Binance, le retrait des projets réglementaires et une réduction de la transparence boursière. Elle dénonce une politisation au service de l'administration Trump et exige une audition de Paul Atkins devant le Congrès. Ce débat partisan souligne les tensions sur l'équilibre entre innovation et protection des investisseurs. Un assouplissement excessif pourrait exposer à des risques systémiques, tandis qu'une régulation stricte freinerait donc l'adoption. Avec moi parlant, on devrait trouver un juste milieu, et je suis pas vraiment enfin, c'est vrai qu'au final, le virage, il est quand même pro-crypto, on ne va pas se mentir. Hein. C'est le jour et la nuit entre l'administration Biden et l'administration Trump, mais si vous voulez que les États-Unis perdurent dans le temps du côté de la crypto-monnaie, il faut ce genre d'innovation. La réalité, c'est que BlackRock ne dicte pas une idéologie au monde. BlackRock s'adapte au pouvoir politique en place. Quand les démocrates gouvernent, on parle d'ESG. Quand Trump arrive, on efface ESG et on mise sur le pétrole. Maintenant, la vraie question, c'est qui influence qui? Et dans ce cas précis, même si l'influence est en partie réciproque, le gagnant reste le président des États-Unis, Donald Trump. D'ailleurs, si on sort BlackRock de l'équation, il faudrait aussi sortir Vanguard, JP Morgan et même McKinsey et compagnie. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens adorent croire qu'une entreprise obscure, ultra puissante et maléfique contrôle le monde depuis l'ombre. Minus et Cortex pour ceux qu'on la rêve. Et par hasard, eux seuls auraient découvert la vérité. Mais désolé, selon moi, ça marche pas comme ça. Et donc, le verdict, le résultat, Larry Fink obtient un score global de 4,4 sur 10. Un score porté par un énorme pouvoir économique, mais très faible sur tous les autres types de pouvoirs militaires, politiques, technologiques et culturels. Et donc, pour le moment, Larry Fink est très loin derrière Donald Trump. Commence donc par A comme America Great Again. En 2025, on a pu assister au retour de Donald Trump qui, après sa victoire de novembre 2024, est venu prendre le poste du type le plus important de la finance mondiale, puisqu'entre ses décisions politiques, ses tarifs douaniers et ses multiples posts sur les réseaux sociaux, le président américain s'est imposé comme le facteur le plus ingérable de la finance mondiale, puisqu'il peut nous retourner le marché et nous faire exploser la volatilité entre son petit-déj et son dîner et nous dire plus ou moins le contraire dans les 5 heures qui suivent. Comme on l'avait déjà vécu lors de son premier mandat, on a dû réapprendre à mettre les annonces fracassantes de Trump au-dessus de la macro et au-dessus des chiffres trimestriels et au-dessus de nos terminaux Bloomberg. Et je crois déjà pouvoir vous dire que ça va continuer, en tous les cas jusqu'aux midterms. Les plus grandes choses que Trump a accomplies en 2025, mis à part foutre un bordel total dans les chaînes d'approvisionnement et les droits de douane, sont principalement sa tentative de prise de pouvoir à la Fed, sa tentative de virer une gouverneure de la Fed. Une année folle qui a commencé avec un gros trou d'air avec les tarifs de Trump en mars-avril et qui l'eût cru, pratiquement tous les actifs risqués, ou du moins en tous les cas les indices, les grosses pondérations et les métaux finissent tous à proximité de leur record annuel, voire pour nombre d'entre eux des records historiques, donc une très belle année pour les investisseurs de moyen long terme. Hier, sur les marchés, on a assisté à un crash des métaux. L'or, l'argent, le platine ont tous perdu de la valeur. Et aujourd'hui, on a une hausse modérée, on va dire une petite hausse
du marché des cryptos. Et certains déduisent déjà que ça y est, on est en pleine rotation des capitaux. L'argent va sortir des métaux, va finir sur la crypto et on va tous devenir riches. Alors historiquement, c'est vrai que ça peut leur donner raison. Ça a été le cas par exemple en 2020, l'or a baissé et ensuite Bitcoin a grimpé. Mais il ne faut pas se fier à un seul élément. Et avant d'affirmer que Bitcoin va exploser parce que l'or, parce que l'argent sont en baisse, il faut peut-être un petit peu comprendre ce qui s'est passé ce week-end. Actuellement, on est à un ratio environ de 55 onces d'argent pour une once d'or. On pourrait très très bien revenir vers 30. Donc, sur l'argent, le doublement est tout à fait envisageable pour 2026. Le cuivre, ben ça y est, il a réussi son breakout au-delà des 10 600 dollars la tonne. On est déjà à 12 000. Moi, je le verrais bien à 15 000 mi-2026. Et puis, le pétrole, c'est un peu mon joker, personne n'en veut. Il vaut entre 60 et 62 dollars pour le Brent. Il y a aujourd'hui un contexte géopolitique extrêmement tendu. On voit que le blocus du Venezuela pourrait entraîner de nouvelles tensions sino-américaines et ça pourrait perturber fortement le marché des matières premières. Et le pétrole, eh bien, pourrait apparaître dans un univers devenant très incertain et boursièrement fortement orienté à la baisse. Eh bien, le pétrole pourrait devenir également un véhicule de stockage intéressant. Pourquoi pas miser sur 100 en 2026? Niveau ici des indices macroéconomiques, donc on aura ce soir à 20h le FOMC Minute, donc en gros c'est le compte rendu du Federal Open Market Committee, le compte rendu des gouverneurs de Fed sur les perspectives 2026, sur ce qui se passe au niveau du chômage, au niveau de l'emploi, au niveau de l'inflation. Donc ça va être un rappel de ce qui s'est dit il y a 3 semaines avec plus de détails, donc c'est pour ça que ça pourrait créer un petit peu de volatilité ce soir, mais il risque de pas y avoir de surprise, donc ça tombera à 20h. Le crypto Google Trend sur 5 ans, c'est extrêmement intéressant et extrêmement puissant, que ce soit sur du moyen terme ou même sur du long terme. On peut voir qu'à chaque fois qu'on a fait des pics de recherche comme ça, c'était le moment pour poser le marché. On peut voir que là, on a fait un pic assez incroyable et par la suite, on a dumpé, il me semble, c'était un 50% sur Bitcoin, c'était en 2021 d'après mes souvenirs. On a fait un pic similaire, puis un léger plus haut sur Bitcoin avant de bien se péter la gueule. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les recherches sont aussi élevées que tout ce qui est post-FTX, j'ai l'impression. Visuellement, c'est vraiment là, c'est vraiment la phase disbelieve, en tout cas au niveau des recherches. Et on peut voir que l'intérêt descend pendant que le prix remonte. Et ça, c'est une très bonne chose pour annoncer un retournement de tendance qui est confirmé. Cryptocurrency, c'est le truc qui est un petit peu rouge, orange foncé. On voit clairement le gros pic que ça fait là, et là on est en train de redescendre pas mal. Et ça ressemble pas mal au niveau qu'on avait là durant le bear market. Est-ce qu'on est sur le moment opportun ? Vous pouvez donner 2 grandes tendances au-delà de faire un DCA sur un an de temps, ce qui paraît pas si déconnant pour 2026. Ça serait potentiellement soit d'avoir un premier trimestre immédiatement dégradé qui nous amène aux objectifs techniques avant le printemps autour de entre 50 et 60 000 dollars, ou bien le fameux rebond autour de 100, 108, grand max. Si on repasse au-dessus de 108, ça veut dire que tout ça n'était qu'une énorme contraction dans une continuité haussière, chose que ça n'a pas faite jusqu'ici sur ce fameux cycle de 4 ans, mais qui est tout à fait de l'ordre du possible aussi. Peut-être qu'un jour, justement, 2026 nous le prouvera ou non, eh bien ce fameux cycle de 4 ans sera enfin terminé. Et donc c'est avec ces 2 scénarios qui finalement nous mèneront à peu près au même chemin plus tard que nous composerons par la suite pour 2026 à 2030, comme vous l'aurez compris, si on se projette à minima sur 4-5 ans supplémentaires, avec par la suite, peu importe si Bitcoin vient en effet ou non autour de 50-60 000, une projection d'ici à 3-4 ans qui pourrait nous conduire sensiblement quelque part entre 150 et 200 000 dollars. Également, ce qui pose problème, c'est sur le CME. En hebdomadaire, le fair value gap est déjà cassé sur le CME. Ici, si je regarde bien, on voit qu'on a bel et bien déjà clôturé en dessous et qu'on est en train de s'installer en dessous depuis longtemps. Donc c'est de se dire que ça va être une zone de résistance maintenant. Et donc c'est ce qui m'invite à penser qu'il y a énormément de probabilités de venir chercher ce plus bas sous les 80 800 dollars. Et sur le marché perp, ça correspond, nous, notre plus bas à 80 600. Et surtout, pour moi, le point d'intérêt majeur, c'est le plus bas de 2025. Quand on regarde le graphique en annuel, 2026 va ouvrir. Je pense que 2026 viendra récupérer le plus bas de 2025 à un moment donné.
sous les 74 457 $. Je peux déjà supprimer ce semestriel low ici et écrire PYL pour Previous Yearly Low, donc le plus bas de l'année passée en anglais. Et du coup, pour moi, malheureusement, il y a peu de probabilité que ce soit un bottom. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va faire la prise de liquidité d'abord au sud ou au nord? J'ai déjà expliqué, mais le plus important pour moi, c'est ok, le marché va nettoyer qui en premier? Est-ce qu'il va nettoyer les acheteurs ou les vendeurs? S'il nettoie les acheteurs, franchement, c'est mieux. Je le dis honnêtement, c'est mieux. Ça pourrait vraiment nous marquer un bottom. Et pourquoi pas ensuite voir un Bitcoin qui pourrait se rediriger vers de nouveaux ATH. Absolument qu'on commence par remettre les choses dans leur contexte. Parce que la majorité des gens qui arrivent en crypto, malheureusement, ils ont une vision complètement biaisée de ce qu'est une baisse normale. Tu sais, ils sont habitués au marché traditionnel, à leur taux bancaire ou quoi, ils voient des moins 2%, moins 3%, moins 4%. Ils sont habitués souvent à des petits pourcentage de baisse. Lorsqu'ils voient un actif qui fait moins 20, moins 30, moins 40, moins 60%, c'est forcément pour eux qu'il y a un problème très grave. En crypto-monnaie, ce raisonnement, il est faux. Il ne tient pas la route. Et pour comprendre pourquoi, on a juste à regarder le seul actif qui doit nous servir de référence à tout le monde, le Bitcoin. Là, ce que vous voyez, c'est le graphique de Bitcoin à l'écran sur le long terme. Et ce qui saute aux yeux, c'est que Bitcoin n'est jamais monté en ligne droite. Chaque cycle haussier a été ponctué de corrections violentes, des moins 80%, des moins 70%, des moins 50%, etc. Et ce, alors même que le marché était clairement dans une tendance haussière globale, vous le voyez. Si on se concentre sur certaines phases du bull run, par exemple ici sur 2017 ou encore sur 2021, là on voit quelque chose de très important. Même durant les périodes euphoriques où on était vraiment en plein bull run, etc., le prix continuait quand même de corriger. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais c'est des baisses de 35%, des baisses de 30%. Et alors qu'on était même en marché euphorique à ce moment-là. Et ça n'envoyait pas comme signal que c'était la fin, que c'était la fin de l'actif ou que c'était la fin du bull run. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.